Les humains ont une compréhension relativement solide du fonctionnement de l'univers. Pour une espèce qui n'a pas quitté l'orbite de sa planète, nous semblons en savoir beaucoup sur le fonctionnement du reste de l'univers. Mais la plupart de ces connaissances sont basées sur des théories et des hypothèses. C'est pourquoi les sondes spatiales comme Voyager 1 sont cruciales pour notre connaissance du cosmos. Ces sondes spatiales nous envoient des données en temps réel, nous donnant des informations sur les régions extérieures de notre système solaire que nous ne pourrons peut-être pas explorer nous-mêmes avant des décennies. Que se passe-t-il donc lorsqu'une sonde spatiale sur laquelle nous comptons depuis des décennies pour obtenir des données précieuses commence à envoyer des signaux étranges et des données terrifiantes? Les scientifiques se sont récemment retrouvés incrédules devant la série de signaux terrifiants renvoyés par Voyager 1. Mais que signifient ces signaux étranges et comment affectent-ils l'avenir de l'exploration spatiale de Voyager? Pour le savoir et pour en savoir plus, restez avec nous alors que nous jetons un coup d'œil au terrifiant hoquet des signaux de Voyager. Depuis les années 70, les sondes Voyager font partie des moyens mis en œuvre par l'humanité pour étudier le système solaire. Bien qu'elles n'aient pas été les premières missions de ce type, les sondes Voyager ont été conçues pour explorer plus loin dans notre système solaire en utilisant les informations fournies par les sondes spatiales les plus anciennes, comme la sonde Pioneer 10. Les sondes Voyager ont été conçues pour être plus efficaces dans la gestion de l'environnement radioactif intense autour des planètes massives telles que Jupiter et Saturne. Les plans de mission initiaux prévoyaient des survols des deux planètes afin de nous fournir des images détaillées des deux plus grandes planètes de notre système solaire. Construit au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Voyager 1 a été construit avec plusieurs instruments et composants, ce qui en fait une pièce sans précédent de la technologie spatiale. La sonde a été construite avec un système de communication impressionnant, conçu pour être fonctionnel même au-delà des limites de notre système solaire. Certains de ces instruments comprenaient une ancienne casse-grain de 12 pieds que la sonde utilise pour envoyer et recevoir des ondes radio via le réseau de l'espace lointain de la NASA. La NASA avait spécifiquement conçu son réseau de l'espace lointain avec des installations de communication à 3 endroits clés dans le monde. Ces installations, situées aux États-Unis, en Australie et en Espagne, étaient placées stratégiquement de manière à ce que les scientifiques puissent recevoir les signaux des sondes Voyager, quel que soit l'angle de rotation de la Terre. Compte tenu des régions inexplorées de l'espace lointain et de leurs effets sur la transmission des signaux, Voyager a été construit avec un magnétophone numérique capable d'enregistrer jusqu'à 67 mégaoctets de données, au cas où la sonde serait incapable de transmettre un signal à un moment donné. Ces données enregistrées seraient ensuite transmises ultérieurement, à un autre moment, lorsque la sonde serait en mesure d'établir une ligne de transmission directe vers la Terre. Voyager est également construit en tenant compte de la nature volatile de l'espace dans ses systèmes internes. Voyager 1 est équipé de gyroscopes de stabilisation à 3 axes, de 16 propulseurs à haute teneur en hydrazine et d'un instrument de référencement informatisé, qui travaillent ensemble pour maintenir l'antenne radio de la sonde pointée vers la Terre. Ces composants sont importants car le bord extérieur de notre système solaire est rempli de particules radioactives volatiles et imprévisibles qui se déplacent à grande vitesse et qui peuvent faire dévier Voyager de sa position souhaitée. Ces instruments permettent à la sonde de réaligner la position de son antenne lorsqu'elle rencontre de telles conditions au cours de son voyage. Pouvoir envoyer des signaux vers la Terre est une chose, mais maintenir ces instruments sous tension et en état de marche pendant des décennies de voyage dans le système solaire implique une alimentation électrique quasi permanente. Les précédentes sondes envoyées dans l'espace étaient toutes équipées de panneaux solaires permettant de capter l'énergie solaire nécessaire à l'alimentation des systèmes et équipements embarqués, mais Voyager faisait exception. En prévision du fait que Voyager voyagerait aux confins de notre système solaire, où la lumière ne pourrait pas suffisamment atteindre les panneaux solaires, les ingénieurs de la NASA ont construit Voyager avec une source d'énergie différente. 3 générateurs thermoélectriques à radioisotopes, RTG, sont intégrés à la structure de Voyager. Ces RTG contiennent chacun 24 sphères pressées de plutonium-238, un combustible idéal, car chaque sphère a une demi-vie de 87 ans, et se dégrade lentement avec le temps. Cette dégradation dégagerait de la chaleur qui serait ensuite convertie en énergie électrique nécessaire pour alimenter les systèmes et les composants de Voyager 1. Au début du voyage de Voyager 1 en 1977, les RTG produisaient environ 470 watts d'électricité. Un chiffre qui a diminué de près de 50% au cours des 45 ans de voyage de la sonde spatiale. Mais malgré les récents signaux étranges observés par les scientifiques, Voyager 1 a été fiable dès le premier jour et a fait un travail merveilleux en nous montrant les parties complexes des planètes de notre propre système solaire. Après son lancement de la Terre en septembre 1977, Voyager a fait le voyage au-delà de notre voisine rouge, Mars, et vers sa première cible primaire, Jupiter.
Atteignant la planète géante le 5 mars 1979, Voyager a commencé une observation détaillée du système jovien en étudiant les champs magnétiques de la planète, ses lunes, ses anneaux et sa ceinture de radiation hyperactive. La sonde a effectué son survol le plus proche de Jupiter à une distance d'environ 349 227 km du noyau de la planète, ce qui lui a permis d'obtenir une résolution photographique beaucoup plus détaillée que ce que nous avions jamais vu. Au cours d'une période cruciale de 48 heures, pendant laquelle la sonde a basculé sur l'attraction gravitationnelle de Jupiter, Voyager 1 nous a donné les toutes premières images en gros plan de la grande tache rouge de Jupiter, une énorme tempête de poussière anticyclonique plus grande que la Terre. Un autre élément clé observé par Voyager 1, alors qu'il était en orbite autour de Jupiter, a été la découverte d'une activité volcanique à la surface de Io, l'une des principales lunes de Jupiter. C'est la première fois que l'on enregistre une activité volcanique ailleurs que sur Terre dans le système solaire. Mais ce n'est pas tout. Il s'est avéré que l'activité volcanique de Io n'a pas seulement affecté sa propre surface, mais aussi l'ensemble du système jovien. Lorsque Voyager 1 a renvoyé des données sur les observations de Io, les scientifiques ont été choqués de constater que malgré les éruptions volcaniques chaudes de la Lune, sa surface était extrêmement froide. Il s'avère que la Lune n'avait pas d'atmosphère et n'était donc pas en mesure de retenir la chaleur qu'elle dégageait. D'où une surface froide dont la température atteignait moins 130 degrés Celsius. Le survol de Jupiter a également donné un premier aperçu de la surface lisse et non cratérisée d'Europe. Et elle a révélé une surface glacée qui pourrait très bien contenir de l'eau liquide sous la surface. Voyager 1 nous a également donné les toutes premières images détaillées de la plus grande lune du système solaire, Ganymède. Avec un diamètre massif de plus de 5200 km, Ganymède est environ 26% plus grand que Mercure en volume et encore plus que Pluton, ce qui en fait le 8e plus grand objet de notre système solaire, Soleil non compris. Grâce aux données transmises par Voyager 1, les scientifiques ont pu déterminer que Ganymède est non seulement l'une des plus anciennes lunes du système solaire, mais qu'elle est également plus ancienne que la Terre elle-même. Après avoir terminé avec succès son observation détaillée de Jupiter et de ses lunes, Voyager 1 a procédé à une assistance gravitationnelle en utilisant la gravité de la planète pour augmenter sa vitesse. Voyager 1 a pu se rendre sur sa prochaine cible, Saturne, qu'elle a atteinte en novembre 1980. Réalisant le tout premier survol, Voyager 1 a pu s'approcher à 124 000 km de la surface de Saturne, où ses caméras embarquées ont observé les structures complexes des anneaux de la planète ainsi que l'état actif de son atmosphère. Les scientifiques avaient toujours su que la surface de Saturne était balayée par des vents violents. Mais lorsque Voyager 1 a renvoyé les données de ses observations, ils ont été choqués de constater que la vitesse des vents de la planète dépassait les attentes. Les données indiquent que la vitesse des vents sur Saturne peut atteindre 1770 km/h, ce qui dépasse les 643 km/h enregistrés sur Terre. Voyager 1 a également transmis des données provenant de ses observations des lunes orbitant autour de la Terre, notamment Titan, une lune semblable à la Terre. Titan avait déjà été observé à l'aide de télescopes, mais grâce aux observations de Voyager 1, les scientifiques ont pu obtenir des photos en gros plan de la surface de la Lune, mettant en évidence son épaisse atmosphère brumeuse. Grâce aux mesures effectuées par Voyager 1 sur les conditions atmosphériques de la Lune, les scientifiques supposent qu'il pourrait très bien y avoir des lacs d'hydrocarbures liquides qui se sont évaporés pour libérer les épais nuages qui enveloppaient la surface de Titan. L'observation de Titan par Voyager 1 était une partie cruciale de la mission car il était essentiel d'étudier le seul autre corps jamais observé à posséder des corps stables d'hydrocarbures liquides similaires à ceux de la Terre. C'était le principal facteur contribuant à la trajectoire de Voyager, à tel point que si Voyager 1 avait été incapable d'effectuer un survol de Titan pour une raison quelconque, la trajectoire de Voyager 2 aurait été immédiatement ajustée pour effectuer le survol avant de continuer vers Uranus et Neptune. Heureusement, Voyager 1 a pu effectuer les observations et a procédé à l'observation des autres lunes de Saturne, notamment Thétis, Mimas, Hyperion, Encelade et Rhea. Après avoir terminé ses observations, Voyager 1 a commencé à se diriger vers les confins du système solaire, en utilisant la gravité de Saturne pour augmenter sa vitesse. Alors que Voyager 1 se dirigeait vers les confins du système solaire, elle a commencé à perdre de petites quantités d'énergie, ce que les scientifiques avaient prévu, et il est devenu nécessaire de commencer à désactiver les composants non essentiels dont la sonde pouvait se passer à ce stade de sa mission. Alors qu'il devenait évident que les caméras seraient le prochain composant à être désactivé, Voyager 1 a pris une dernière série de photos du système solaire vues de l'extérieur. Ces images sont connues sous le nom de portraits de famille. L'image la plus remarquable étant une photo de la Terre vue comme le point bleu pâle.
Cette image mettait vraiment en perspective notre place dans l'univers et soulignait l'importance des missions Voyager. Après le portrait de famille, les caméras de Voyager 2 ont été désactivées. Seuls les ordinateurs et les capteurs essentiels restant en fonction. En février 1998, Voyager 1 a atteint une distance de 69 unités astronomiques, soit l'équivalent de 6,4 milliards de kilomètres du Soleil. Il s'agissait d'un point de l'espace que seul un autre vaisseau spatial de l'histoire avait atteint, le vaisseau spatial Pioneer 10. Et Voyager a dépassé la marque, avançant vers l'espace interstellaire. Si Voyager 1 n'avait plus son système d'imagerie pour envoyer des images du système solaire, elle avait encore d'autres composants vitaux tels que son sous-système d'ondes plasmatiques qu'elle utilisait pour étudier les particules d'ondes et leur comportement, une étude qui allait s'avérer vitale lorsque la sonde a rencontré le choc de terminaison. Après avoir volé pendant quelques années sans changement significatif des données ou des signaux habituels, les scientifiques ont reçu des données télémétriques en février 2004 qui indiquaient que les vents solaires provenant du Soleil avaient ralenti à des vitesses subsoniques. Cela a conduit à la conclusion que Voyager 1 était entré dans le choc de terminaison. Il s'agit d'un point situé au début de la bordure du système solaire où les vents solaires sont ralentis à des vitesses subsoniques en raison de leur interaction et de leur collision avec le milieu interstellaire. Cette interaction a été détectée par Voyager 1 car elle a provoqué une compression et une distorsion importante du champ magnétique entourant la sonde spatiale. Le choc de terminaison était alors un concept astronomique, mais grâce au relevé de Voyager, les scientifiques ont pu établir une frontière définitive. On pense que le choc de terminaison se situe entre 11 et 13 milliards de kilomètres du Soleil. Voyager 1 a franchi les limites du choc de terminaison à la fin de l'année 2004 et s'est dirigé vers une autre partie inexplorée du système solaire externe où les vents solaires ont non seulement ralenti jusqu'à atteindre des vitesses subsoniques, mais où ils sont aussi soumis à la pression externe du rayonnement cosmique interstellaire. Cette étape du voyage de Voyager 1 a marqué le début de l'héliogène, une région de l'espace où le flux radial des vents solaires ne peut plus s'opposer au flux entrant du rayonnement cosmique. À ce moment-là, Voyager 1 se trouvait à environ 10,8 milliards de kilomètres du Soleil. À cette distance du Soleil, les vents solaires ont été observés comme étant à zéro, indiquant que les vents interstellaires poussant contre l'héliosphère les ont fait tourner sur le côté et donc incapables d'avancer. Cela a été confirmé par les contrôleurs de mission de la NASA le 13 décembre 2010, lorsque Voyager 1 a renvoyé des signaux contenant des données observées par son système de rayons cosmiques. Ce système se trouvait dans la sonde spatiale depuis le début de ce voyage, mais il n'a pas été beaucoup utilisé car le niveau de rayonnement cosmique à l'intérieur du système solaire était sans conséquence pour la mission. Mais à l'héliogène, Voyager 1 a commencé à détecter des quantités croissantes de rayons cosmiques. Les scientifiques ont alors pu étudier l'accélération, l'origine de l'histoire de la vie et ses rayons pour mieux les comprendre. Comme Voyager 1 se déplaçait au-delà du point où il pouvait observer les vents solaires, les contrôleurs de la mission de la NASA ont ordonné au vaisseau spatial de changer d'orientation afin de mesurer le mouvement latéral de ces vents solaires. Cet ordre a été exécuté en mars 2011 lors d'un exercice destiné à tester la capacité du vaisseau spatial à se réorienter et à changer de position. Bien entendu, cette manœuvre n'a pas modifié la trajectoire du vaisseau spatial, mais seulement incliné son axe de 70 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à la Terre, afin de détecter le mouvement latéral des vents solaires. Il s'agissait de la première manœuvre effectuée sur le vaisseau spatial en quelques 20 ans, depuis que le portrait de famille a été réalisé en 1990. Une fois l'observation terminée avec succès, Voyager 1 s'est réorienté en utilisant Alpha Centauri comme étoile guide et a repris la transmission vers la Terre. Plus tard, en 2011, la NASA a annoncé que Voyager 1 avait détecté le tout premier rayonnement Lyman alpha provenant des confins de la Voie lactée. Le rayonnement Lyman alpha avait déjà été détecté émanant d'autres galaxies. Mais en raison de la barrière protectrice de l'héliosphère, il était presque impossible d'étudier ces particules jusqu'à présent. À ce stade du voyage de Voyager 1, la NASA a révélé que la sonde spatiale avait rencontré une région de l'espace appelée purgatoire cosmique. Dans cette région, les particules solaires émanant du Soleil sont pratiquement inexistantes. Mais au contraire, le champ magnétique produit par le système solaire a doublé de force. C'était une réponse à la pression extérieure appliquée par le rayonnement cosmique et c'était simplement la façon dont notre système solaire se protégeait de ces particules cosmiques volatiles.
À cet endroit de l'espace, les électrons de haute énergie émanant de l'extérieur du système solaire et d'autres parties de la galaxie avaient augmenté de plus de 100 fois la quantité initiale observée à l'intérieur du système solaire. Cette région se trouve à environ 113 unités astronomiques du Soleil, ce qui signifie que Voyager 1 avait très bien commencé sa sortie du bord de notre système solaire et entrait maintenant dans l'espace interstellaire. En juin 2012, la NASA a annoncé que Voyager 1 détectait des changements drastiques dans l'environnement en ce qui concerne un nombre accru de particules chargées et de rayons cosmiques. Cela indiquait le bord intérieur de l'héliosphère, faisant de Voyager 1 le tout premier vaisseau spatial à traverser l'espace interstellaire à une distance de 121 unités astronomiques du Soleil. À ce stade du voyage de Voyager 1, c'était une bonne nouvelle que la sonde ne dépende pas de l'énergie solaire comme source d'énergie, car la lumière du Soleil mettait plus de 16 heures à atteindre Voyager 1. À cette distance, Voyager 1 voyageait à une vitesse de plus de 17 km par seconde par rapport au Soleil. À sa vitesse actuelle, Voyager aurait besoin d'environ 17 565 ans pour parcourir une année-lumière. Et à cette vitesse, il faudra à Voyager 1 plus de 73 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, située à environ 4,2 années-lumière. Mais Voyager 1 ne se dirige pas vers Proxima du Centaure et se dirige plutôt dans une autre direction, en ligne droite vers la constellation d'Ophiuchus. Les contrôleurs de mission de la NASA ont signalé en 2012 que Voyager 1 détectait de fortes collisions avec des particules à haute énergie. On pensait que ces particules étaient des rayons cosmiques provenant de supernovas explosant bien au-delà des limites de notre système solaire. Cette augmentation de particules à haute énergie a également été suivie d'une chute drastique des particules à basse énergie provenant du Soleil. Les scientifiques de l'université Johns Hopkins ont déclaré que ces deux événements étaient suffisants pour affirmer que Voyager 1 était sorti de l'héliosphère et se trouvait désormais dans l'espace interstellaire. Mais les scientifiques ont ensuite observé quelque chose d'inattendu dans les données, car il est apparu que les propriétés magnétiques de cette région étaient différentes de ce qui avait été prévu. C'est ainsi que le Dr Ed Stone, scientifique du projet Voyager à l'Institut de technologie de Californie, a publié une déclaration dans laquelle il affirme « Voyager a découvert une toute nouvelle région de l'héliosphère dont nous ne soupçonnions pas l'existence. Nous sommes toujours à l'intérieur apparemment, mais le champ magnétique est maintenant relié à l'extérieur. Donc c'est comme une autoroute laissant entrer et sortir les particules. » Ce phénomène étrange, avec le champ magnétique, indique que la région est 10 fois plus intense de ce que les scientifiques avaient initialement théorisé. On s'attendait à ce qu'il s'agisse du dernier obstacle à franchir avant que Voyager 1 ne soit complètement sorti du système solaire et ne se trouve désormais dans l'espace interstellaire. Avec Voyager 1 entièrement dans l'espace interstellaire depuis 2012, les scientifiques ont surveillé le retour de ces signaux avec beaucoup d'impatience, étant donné qu'aucun vaisseau spatial n'a jamais dépassé l'héliosphère dans l'histoire de l'humanité et de l'exploration spatiale. Mais ils ont été choqués lorsque, pendant un cycle d'observation, Voyager 1 a commencé à envoyer des données inconnues et franchement terrifiantes. Les données reçues de Voyager 1 semblaient générer des données aléatoires qui reflétaient des scénarios assez impossibles et peu probables dans l'espace interstellaire. Les responsables du laboratoire de propulsion par réaction de la NASA ont révélé que les données inexpliquées provenaient du système d'articulation et de contrôle d'altitude de Voyager 1, également appelé AACS. Ce système était chargé de mesurer et de calculer l'orientation de Voyager 1 et de son antenne, maintenant la sonde en ligne directe avec la Terre pour une transmission et une orientation correcte du signal. Les scientifiques n'avaient aucune idée de la cause de ce signal terrifiant et des données inutiles renvoyées par Voyager 1. En effet, la sonde semblait fonctionner correctement puisqu'elle était encore capable d'observer, de recueillir et d'envoyer des données au centre de contrôle de la mission ici sur Terre, bien que les données reçues étaient pratiquement inutilisables. À ce stade de la mission, Voyager 1 et 2 avaient presque 45 ans. Une durée de vie qui dépassait de loin les attentes initiales de la mission. Cependant, tout au long de la mission, Voyager 1 et 2 ont constamment renvoyé des données précises et lisibles, même si plusieurs systèmes ont été désactivés pour économiser l'énergie. Voyager 1 se trouve actuellement à 14,5 milliards de kilomètres de la Terre, et à ce stade, l'échange de signaux entre la sonde et les contrôleurs de mission de la NASA accuse un retard considérable. Il faut plus de 22 heures pour que les signaux de Voyager 1 atteignent la Terre,
et à peu près le même temps pour que le signal soit renvoyé à la sonde. Après avoir tenté pendant des semaines de résoudre le mystère des étranges signaux renvoyés par Voyager 1, les contrôleurs de mission de la NASA ont récemment trouvé la cause du problème. Ils ont découvert que le système AACS de Voyager 1, qui est chargé de maintenir l'antenne de la sonde toujours pointée vers la Terre, avait rencontré un problème. Le système a commencé à envoyer des informations via un ordinateur corrompu qui avait été désactivé il y a des années. Les données en elles-mêmes étaient précises et lisibles, mais le fait qu'elles soient relayées par un ordinateur corrompu a également corrompu les données par inadvertance, renvoyant ainsi des données télémétriques inutiles vers la Terre. Selon la NASA, une fois la cause du problème découverte, il a suffi d'envoyer une nouvelle commande à Voyager 1 pour que la sonde cesse d'envoyer des données à l'ordinateur corrompu et recommence à utiliser son ordinateur fonctionnel. La NASA a indiqué qu'il s'agissait d'une réparation rapide et que Voyager 1 est maintenant de retour pour envoyer des données précises sur ses observations actuelles de l'espace interstellaire. Les scientifiques ne sont toujours pas en mesure d'expliquer la raison pour laquelle Voyager 1 a commencé à utiliser l'ordinateur corrompu, alors qu'il n'avait reçu aucune commande en ce sens. La communauté scientifique a largement spéculé sur le fait que Voyager 1 a probablement rencontré une forme de rayonnement cosmique contenant des particules chargées qui ont déformé les commandes du système, provoquant le passage à l'ordinateur corrompu. Il ne s'agit encore que d'une théorie, car la NASA n'a pas encore expliqué ce qu'elle pense être la cause du dysfonctionnement du système. Alors que les contrôleurs de mission pensent qu'il s'agit d'un incident isolé, les spéculations vont bon train quant à la probabilité qu'une situation similaire se reproduise, en raison de la nature inconnue de l'espace interstellaire. Alors que Voyager 1 se trouve dans l'espace interstellaire depuis bien plus longtemps, Voyager 2 est entré récemment dans cette région de l'espace en 2018 et pourrait très bien rencontrer le même problème assez rapidement. Voyager 1 a joué un rôle crucial dans notre compréhension des planètes de notre système solaire ainsi que de l'héliosphère qui, jusqu'à présent, n'était qu'un concept théorique. Construite à l'origine pour durer seulement 5 ans, Voyager 1 et 2 ont toutes deux 45 ans. Les contrôleurs de la mission sont convaincus qu'ils pourront prolonger l'espérance de vie des deux sondes jusqu'en 2025. Voyager 1 pourra encore envoyer des données jusqu'à ce que sa source d'énergie s'épuise dans les 3 prochaines années. Mais cela ne marquera pas la fin du voyage de Voyager 1 dans la galaxie. La sonde spatiale devrait poursuivre sa vitesse actuelle et entrer dans le nuage de Oort dans quelques 300 ans. Prévoyant que la sonde spatiale flottera dans l'espace pendant des centaines de milliers d'années, les contrôleurs de la mission ont ajouté le disque d'or dans la structure de Voyager 1. Ce disque contient plusieurs messages, dont une voix d'enfant, des enregistrements de divers musiciens et des salutations dans 55 langues différentes. Ainsi, dans l'éventualité peu probable où Voyager 1 rencontrerait des extraterrestres, ceux-ci auront un aperçu de ce qu'à quoi ressemble la vie sur Terre. Pensez-vous vraiment que Voyager 1 va rencontrer quelque chose d'inexplicable dans l'espace interstellaire? Faites-le nous savoir dans les commentaires et nous vous verrons la prochaine fois.